Problème de son, oui. Est-ce que vous m'entendez bien une autre fois, une dernière fois, s'il vous plaît? Merci, 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 très bien. Bon, bonjour tout le monde. Ben, parfait. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, pour partager avec vous cette présentation que j'intitule en fait les concepts fondamentaux du multimédia, appliqués notamment pour la pédagogie numérique. Je vous rappelle bien que notre objectif, bien sûr, c'est toujours de vous donner en fait une formation sur un ensemble d'outils que vous pouvez utiliser pour préparer les composantes, on va dire les séquences pédagogiques de vos cours. Alors, euh, donc là, je vais masquer ça. Alors, en fait, dans cette présentation, en fait, mon intervention sera décomposée en deux parties. La première partie, ça va concerner les concepts fondamentaux du multimédia, pour la pédagogie numérique. Je vais les présenter et après, par la suite, je vais vous montrer un peu comment prendre en main l'un des outils de montage vidéo que moi personnellement que j'utilise beaucoup, qui est Camtasia Studio. Mais en fait, avant d'utiliser ces outils-là, j'estime que il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de concepts de base qui sont très 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 importants, qu'il faudrait maîtriser avant d'utiliser les outils. Je pense que ça concerne toutes les disciplines, j'essaierai de ne pas être trop technique, de ne pas rentrer dans les détails, donc j'essaierai un petit peu de banaliser en quelque sorte les concepts. Sans toutefois, c'est-à-dire m'empêcher c'est-à-dire de signaler quelques petits détails que j'estime très importants, et vous allez voir qu'ils sont très très simples en fait à connaître, et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors en tout cas, le multimédia. Alors le multimédia, c'est bon, on va dire les composantes du multimédia. Intègre, il y a le texte, il y a l'image, il y a le son, il y a la vidéo, il y a l'animation. Alors bien sûr, bon, le texte, donc on va dire le bon vieux texte, il fait toujours partie des éléments qui sont très importants dans la constitution des composantes multimédia. On va s'y arrêter un petit moment, quoique en fait l'objectif c'est plutôt de s'intéresser en détail plutôt aux caractéristiques des images, de l'audio, des vidéos, et également des animations. Alors, donc, ce qui fait que, voilà, donc ma présentation va vous permettre, va s'arrêter sur ces éléments. Alors, d'abord, ce qui concerne le texte. Le texte, c'est quasiment, c'est ce que vous manipulez tout le temps dans votre ordinateur, dans la majorité des cas. Je devrais juste signaler que quand vous manipulez des textes, en fait, on va dire, il y a deux types de contenu de textuel que vous pouvez manipuler. Il y a ce qu'on appelle le texte non structuré et le texte soit structuré ou bien semi-structuré. Alors généralement, le texte quand vous utilisez des outils comme par exemple Microsoft Word ou Google Docs par exemple, qui vous permet d'éditer des documents dans lesquels vous mettez du texte, vous intégrez des images, vous faites la mise en forme. Bon, ça, en fait, c'est du texte non structuré. Donc, c'est du texte généralement qui est destiné aux êtres humains, c'est-à-dire à l'homme. Parce qu'en fait, un être humain doit généralement lire le contenu. Et après, c'est l'homme qui doit se charger de comprendre son contenu. Et donc, en fonction de la manière avec laquelle il a été présenté. Mais parfois, pour comprendre le contenu, parfois, on a besoin de faire des traductions. Il y a des outils forcément qu'on va utiliser qui sont basés sur, on va dire, de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'intelligence artificielle, qui parfois que vous devrez utiliser pour faire on va dire, de la traduction du texte pour le comprendre. Alors forcément, Google Translate, par exemple, c'est l'un des outils que vous utilisez souvent pour translater, bien sûr, pour traduire une langue vers une autre. Donc ça, c'est des outils quasiment que souvent qu'on va utiliser. Mais également, en fait, mais pour exploiter, si vous voulez, automatiser la prise de décision, hein, parce qu'en fait, généralement, dans les institutions, on a parfois besoin de collecter un ensemble de données et d'informations qui vont nous permettre parfois de prendre des décisions. Alors, à partir des textes
à partir du texte, on va dire non structuré, il est très difficile donc d'extraire de la connaissance. C'est-à-dire il est très difficile d'automatiser l'extraction de la connaissance du contenu pour pouvoir automatiser des prises de décision. Alors aujourd'hui, bon, grâce toujours aux outils de l'intelligence artificielle, on peut toujours utiliser il y a des algorithmes, bien sûr, on ne va pas y tarder, il y a des outils qui sont utilisés qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, Natural Language Processing. Donc avec des algorithmes, on est aujourd'hui capable de lire le contenu, c'est-à-dire un ordinateur peut lire le contenu, par exemple, d'un texte non structuré, et à partir de ce texte, il peut, par exemple, faire des prédictions. Il peut, par exemple, faire des prédictions pour faciliter la prise de décision. Alors, en fait, par exemple, euh, donc vous pouvez recevoir, par exemple, un email de quelqu'un qui contient du texte, peut-être qui est une réclamation. Avec des outils de l'intelligence artificielle, maintenant, on peut savoir, par exemple, si le client est satisfait, s'il n'est pas satisfait, est-ce qu'il est très furieux, je sais pas, quel est en fait son état. C'est-à-dire, on peut prédire des sentiments à travers le contenu. Parfois, pour un homme, pour lire le texte, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, donc, avec des algorithmes, on est bien capable c'est-à-dire de faire des prédictions et on peut, c'est-à-dire même si c'est du contenu non structuré, on peut détecter parfois donc des éléments qui vont nous faciliter les prises de décision. Mais en fait, en gros, généralement, vous utilisez des documents format par exemple doc ou bien PDF dans lesquels vous mettez des contenus non structurés. Mais après, par la suite, pour pouvoir prendre des décisions, parfois on a besoin de structurer le contenu, le texte, donc on va le structurer. Et donc, l'un des outils les plus couramment que vous utilisez, c'est Excel. Bon, ça c'est l'incontournable Excel parce que quasiment il est utilisé par tout le monde. Bon, avec Excel, donc vous pouvez créer des tableaux, vous mettez des données. Par exemple, dans le texte que vous voyez là, donc j'ai écrit le texte dans le module S1M1. Yacine a eu la note de 12 et Iman a eu la note de 14. Donc ça c'est du texte non structuré. Bon, il est avec par exemple une application une application ou bien un programme. Il est très difficile de savoir, de comprendre ce texte-là. Bon, un être humain, il peut le comprendre facilement, mais un programme ne pourra pas, c'est très difficile de le savoir. Mais par contre, si vous créez un fichier Excel dans lequel vous créez un tableau dans lequel vous avez le nom et la note, ben vous spécifiez la note de Yassine, la note de Iman. Bon, ça, c'est en quelque sorte, on va dire, c'est un document qui est semi-structuré. Donc, à partir duquel, du moment que vous avez des données, on peut faire des calculs. Ça, vous le savez, on peut filtrer les données, on peut calculer des paramètres. Et c'est justement ces paramètres qu'on va calculer vont nous permettre de prendre des décisions, par exemple, par exemple les délibérations. On peut savoir si l'étudiant, est-ce qu'il a les moyens qu'il faut, est-ce qu'il va rattraper le module, etc. etc. Bon, ça, c'est en fait des données, on va dire, semi-structurées. Et également, alors sauf que Excel, ça reste toujours, c'est un outil qui est destiné pour c'est-à-dire les êtres humains. Bon, avec les documents Excel, il est également, quoi qu'on peut le faire, mais il est très difficile d'automatiser la prise de décision, c'est-à-dire utiliser des applications qui permettent c'est-à-dire d'automatiser la prise de décision. Généralement, quand vous utilisez un fichier Excel, souvent c'est un être humain qui va l'ouvrir et c'est lui qui va essayer donc de l'exploiter en l'utilisant. Alors c'est la raison pour laquelle il y a d'autres formats de données qui ne sont pas destinés pour les êtres humains, on va dire, directement, mais qui sont destinés pour les applications qui vont prendre des décisions. Donc il y a des formats de données. Alors les plus couramment, les formats les plus utilisés, donc ça il faut le savoir, à mon avis, ça va vous faciliter beaucoup la chose. Il y a ce qu'on appelle le format XML et le format JSON. Ici, comme vous voyez ici, par exemple, ça c'est un fichier XML dans lequel je mets les mêmes données que j'ai ici dans le fichier Excel. On va essayer de les écrire donc sans trop rentrer dans les détails. Donc on va dire par exemple ici j'ai un relevé dans lequel j'ai un module avec le code c'est S1M1 et les notes, donc j'ai l'étudiant qui a le nom Yacine, plutôt le nom c'est Yacine, sa note c'est 12 et après il y a un autre étudiant dont le nom est Iman et sa note c'est 14.
Et après, sauf que ces données-là, ils vont être, on va dire, encadrées par ce qu'on appelle des balises. En fait, c'est du XML, c'est des balises personnalisées qu'on peut utiliser comme on veut. Et avec ça, on peut former, on peut créer du contenu structuré, on va dire, qui peut être, cette fois-ci, à partir de ces données-là, bah, on peut faire des calculs avec des applications, on peut prendre des décisions, mais plus que cela, ces données-là, on peut ce qu'on appelle automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. C'est-à-dire, par exemple, quand on est dans le contexte de l'université, l'idéal, c'est que, en fait, c'est que les écoles avec les universités, c'est qu'ils échangent les données au format XML, par exemple. Ça va permettre de faciliter l'exploitation de ces données. Alors, si on les échange avec des fichiers Excel, souvent c'est ce qu'on fait d'habitude, ça fait partie quand même des mauvaises pratiques, c'est que quand vous utilisez un fichier Excel, alors forcément, ben, il faut respecter d'ailleurs avec Apogee, on est obligé de respecter un template, c'est-à-dire un format bien déterminé, sinon le système ne peut pas exploiter ces données. Donc, ce qui fait que, un exemple le format XML, c'est quelque chose qui est très très couramment utilisé. Donc, comme je disais, que tout ce que vous voyez là, c'est pas destiné en fait, à l'être humain, mais plutôt il est destiné aux applications, aux machines. Mais quand vous donnez à une application un fichier Excel ou vous lui donnez un fichier XML, généralement, c'est plus simple d'exploiter, d'explorer un document XML que d'explorer un fichier Excel. Alors, sauf que bon, XML, c'était un format qui était très, on va dire, c'était très ancien. Mais après, il y a d'autres formats de données qui prennent moins d'espace que XML. Alors, qu'on voit ici, donc XML, il est un peu bavard, c'est-à-dire il est verbeux. Alors, les données, ce que vous voyez là, on verse les données. Mais pour transmettre ces données-là, il va falloir les envelopper dans plein de balises, relevés, modules, notes, etc., pour leur donner un sens. En fait, après, il y a des formats qui sont beaucoup plus légers. Notamment, il y a un format que vous devrez également connaître, à mon avis, c'est le format JSON. JSON, c'est un format également avec lequel on peut faire comme XML, on peut structurer les données, sauf qu'avec un format un peu particulier, comme vous voyez ici. Je spécifie les modules, il y a le code, les notes, et dans les notes, j'ai le nom, Yassine, voilà sa note, par exemple 12, Image, et là, sa note 14. Alors, tout ça, sauf qu'au lieu de les encadrer dans des balises comme on le fait avec XML, ben, on va les encadrer juste entre des accolades, comme vous voyez ici, et après, donc, avec des attributs, chaque attribut, par exemple le code, deux points, et après sa valeur. Alors, la même chose, donc, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas ça l'objectif, ce qu'il faudrait retenir dans ce slide, c'est que le texte fait partie des composantes multimédia, et quand on parle du texte, on parle donc des contenus non structurés. Bon, ça, c'est des fichiers PDF souvent que vous utilisez. Et après, il y a des contenus structurés. Alors, si on est capable de produire des contenus structurés, ben, il est très, très simple on va dire, de l'échanger entre applications. Il est plus simple d'automatiser le processus en fait, d'échange de données. Bon, voilà, sauf qu'au lieu d'utiliser des fichiers XML et JSON, on peut aller vers carrément des systèmes de gestion de bases de données, par exemple relationnels comme Access. Bon, Access est un exemple qui permet de structurer les données sous forme d'un système de gestion de bases de données relationnelles dans lequel les données sont stockées dans des tables et après les tables sont liées par des relations. Et quand on a une base de données, généralement, c'est beaucoup plus intéressant d'explorer, d'exploiter les données pour faciliter les prises de décision. Et après, au lieu d'utiliser des bases de données relationnelles, on peut utiliser d'autres bases de données, généralement dans le domaine du big data. Parfois, on utilise ce qu'on appelle des SGBD parce que les bases de données relationnelles sont très efficaces, oui, mais quand on a c'est-à-dire une base de données qui reçoit une très 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 grande quantité de données, c'est le cas de nos jours. Généralement, on préfère utiliser des systèmes de gestion de bases de données dits non SQL ou ce qu'on appelle les SGBD orientés documents ou autre chose, et dans lesquels il y a des outils comme MongoDB, par exemple, qui sont connus, etc. Donc, sans rentrer dans les détails, donc voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, un petit flash sur le contenu texte.